Alors, comme tous les débris films, je rappelle le concept, on voit 3 films, 2 films qu'on va voir parce qu'on aime ça et puisqu'on est curieux, et un film que Raven Irons me fait découvrir et il ne me prévient pas. Et quel film? Et quel film? On va tout de suite commencer avec... ce film-là ou tu veux commencer par lequel? Bah moi j'aimerais bien commencer par celui-là. Bah, la découverte la découverte de Raven pour le capitaine Gonzo. Et le film, alors je connais pas le titre en version originale et je n'aurais pas l'indélicatesse de le balancer. Parce que alors c'est Anne. C'est juste ça? Enfin, en japonais, ça se dit Anne. Alors je sais pas... Alors donc le titre du film c'est Anne en japonais? Ouais, en fait Anne, le nom de la Anne. pâte en fait. Ok, c'est cool. La pâte d'haricots rouges, elle s'appelle le Han. Voilà, et ben nous on s'épargnera, comme certaines personnes dans votre réalité, à dire grainerie pour être rigolo et débile et un tantinet raciste. Donc pas de critique concernant le pays du soleil levant. Et c'est un film donc je vais laisser Raven faire le présenter du coup qui réalise et les acteurs. Bien sûr. J'enlève mes lunettes parce que je vois rien avec mon portable en fait. Le secret va tomber, on va voir ses yeux. Naomi Kawase. Alors, grande réalisatrice. 1m90. Ah oui, d'ailleurs, elle est pas petite, c'est vrai en plus. Elle est vraiment grande. Elle est grande dans les deux sens. C'est peut-être pas 1m90, mais elle est pas petite. Enfin, elle est connue au Japon, elle a fait de très bons films. Elle a fait un film aussi que je vais peut-être lui montrer qui s'appelle Vers la lumière. Voilà, c'est un film si vous le voyez, si vous pouvez le voir, parce que je sais qu'en fait ces films-là sont très bien distribués en France. Et Vers la lumière est très bien. Et je crois que c'est... Enfin, ça doit être son 3e film, Le Délice de Tokyo. J'ai peur de me tromper, mais je crois que c'est son 3e film. Donc, je peux vous dire les acteurs qu'il y a dedans, mais à mon avis, vous en connaîtrez aucun. Kihara Uchida, Kirin Kiki et l'acteur principal Masatoshi Nagase. Voilà. C'est les 3 acteurs. D'ailleurs, il y en a une qui est morte. J'ai vu ça, elle est morte en 2018. Oui, c'est Kirin, la vieille dame. Voilà, la vieille dame. Donc on s'excuse d'avance pour tous ceux qui connaissent la langue japonaise ou qui pourraient être probablement japonais d'origine. Mais grosso modo, on a dit qu'on arrêtait avec grosso modo, donc faut que j'arrête. Oui, c'est vrai. Donc c'est l'histoire, c'est un film d'auteur. Donc oui, je rappelle, donc chaque fois Raven Irons me met devant un film, si possible. Alors, pas tout le temps d'auteur, hein, bien sûr. C'est vrai qu'avec celui-là, j'ai poussé le curseur assez loin. Et c'était vraiment, ça passe ou ça casse avec ce film-là. Ça passe ou ça casse. J'ai essayé de tenter un truc et je suis allé jusqu'au bout. J'ai regardé le film et donc le film c'est facile, l'histoire elle est pas compliquée parce qu'on peut vous dire film d'auteur et le problème c'est que souvent avec les films d'auteur on imagine que tu vas avoir que tout est compliqué. Enfin moi c'est l'image que j'en ai, après peut-être que je me trompe, que ça va pleurer dans les chaumières. Souvent l'image que j'emploie c'est qu'il y a un mec qui va se retrouver à fumer sous la douche à poil et qui va faire un monologue. Il fume mais il est pas sous la douche à poil. Et alors non, c'est un film d'une simplicité. Tout est facile. Enfin, simple, oui et non, parce que en fait, je trouve qu'il est compliqué par rapport à l'écriture des personnages, en fait, tu vois. Je trouve l'écriture des personnages est assez subtile et très très bien travaillée en fait. Et c'est ça que je trouve assez pointu. Et c'est pour ça que le film marche aussi bien en fait. Après niveau scénario, oui, c'est pas un scénario avec des rebondissements et des trucs super compliqués à suivre ou à comprendre en fait. Et ben moi tu vois, peut-être alors pour l'écriture c'est simple, mais là, dans ce film, tout est facile. C'est-à-dire que tu te rappelles, tu me disais, il y a des films qui se méritent. Oui, tout comme il y a des jeux qui se méritent, un débat qu'on a eu plusieurs fois. Et ben celui-là, tu vois, c'est un film génial. Et qu'est-ce que tu parles de mériter? N'importe qui comprend ce qui se passe devant ses yeux comprend ce film. T'as pas besoin de le voir 10 fois pour comprendre de quoi il parle et tout ce qu'il implique au niveau des thématiques, au niveau des sujets qu'il aborde, la transmission de génération à génération, parce qu'on va vous planter le pitch. En fait, il y a un gars qui tient un restaurant au Japon et la spécialité du restaurant, c'est les doriyaki. Et un jour, il y a une vieille dame qui vient à sa rencontre et il y a un poste à pourvoir dans ce restaurant et il finit par embaucher la vieille dame et ensuite je vais pas en dévoiler davantage parce que le reste du film va vous raconter bien plus. Le synopsis, il est facile. Le jeu des acteurs, il n'est pas du tout exagéré. On n'est jamais dans la surenchère et tout est bien dosé. Il y a un moment du film,
Mais vraiment, quand tu regardes le film, moi j'étais même pas en condition pour voir un film comme ça, hein, puisque pour moi dans ma tête c'était, je sais pas ce qu'il me montrait, et des fois j'ai un peu peur, je me dis oh là là, ça va être un truc, soit je vais rien comprendre, soit on va essayer de me perdre en chemin. Non, tu vas voir ce film tout passe par les émotions, c'est facile, en fait c'est même pas c'est pas une question facile, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail derrière pour qu'il soit accessible au plus grand nombre, et il est humble de ouf. L'humilité totale dans le jeu des acteurs, la mise en... Les plans sont... Si t'aimes le Japon, si t'aimes la culture japonaise... C'est une lettre d'amour au Japon. C'est magnifique. C'est magnifique. Même moi, du coup, donc la spécialité, les dorayaki, bah, lui, il en a déjà mangé, il peut vous dire ce que c'est. Moi, ce film-là, je l'ai vu en 2015, en fait. Ah ouais, il y a longtemps. Je l'ai vu à sa sortie en salle en France, et je suis tombé amoureux. Et puis quand je vais dans des endroits qui vendent des dorayaki, bah, je peux pas m'empêcher d'en manger. Parce que ce film, quoi. Ouais, moi, du coup, je vais en manger. Dès que j'ai l'occasion, je mange un dorayaki. Le film, il est beau par bien des aspects. Il n'y a pas que le jeu des acteurs qui est beau. Il y a aussi les dialogues sont sympas. Il y a rien de... Enfin, l'acteur principal, donc le cuisinier, il est génial. Ah oui, oui. Il est fantastique. Il fait à aucun moment donné, il y a un défaut qu'a le film, et si on peut appeler ça un défaut, sur la fin... J'ai trouvé qu'il y a eu peut-être un battement de 30 secondes où c'était relou. Mais comparé au nombre de films où le battement il était, c'est ce que je disais, de 5 à 10 minutes où tu te dis ouais on sait pas où on va, et bah comparé à des films où des fois pendant 10 minutes tu sais pas trop où le réel il va en venir et puis tu subis un peu... c'est long et tu te fais un peu chier. Un peu chier, celui-là c'est voilà 4-5 secondes finalement. La fin... la scène de fin, elle est magnifique. Ce film, tout le monde t'a parlé d'Intouchable en disant qu'Intouchable c'était un film qui allait te réconcilier, qui allait te mettre de bonne humeur. Je critique pas. Peut-être que ça le fait à des gens, et c'est vrai que c'est un film qui appelle à ce film-là complètement. Et en plus, c'est un petit peu la même thématique parce que ce film-là traite aussi de l'aspect entre les riches et les pauvres en fait. Oui, entre les riches et les pauvres, comme du handicap, en fait. de l'exclusion, de la transmission du savoir entre les générations, parce qu'il y a plusieurs générations qui se parlent, mine de rien. En fait, les trois personnages principaux sont issus de 3 générations différentes, et tout cohabite parfaitement. Équilibre total. Ce film, des fois, il passe dans votre réalité sur une chaîne qui s'appelle Arte. Si vous avez l'occasion de le voir quand il passe sur Arte, allez le voir en VO. Et il est fantastique. Il est disponible en DVD aussi. Il est beau, il est émouvant, il est tranquille. Il n'y a pas de prétention là-dedans. Il faut pas avoir fait... On parlait des films d'auteur, justement, où tu as un Xavier Dolan qui va te faire des très beaux films d'auteur, mais où voilà, il y aura du conflit, il y aura de l'affrontement, il y aura des choses qui seront suggérées, il y aura de la tension, peut-être même de la tension sexuelle, de la tension morale. Et là, non. Rien de tout ça. À aucun moment t'es frustré dans pas frustré, mais à aucun moment t'es brusqué dans tes émotions ou dans la manière que t'as de percevoir le film. C'est une tranche de vie au Japon que tu regardes le plus simplement du monde. C'est comme si t'étais avec eux et que tu les regardais vivre. Et ça, il y a tellement de naturel, à aucun moment tu te sens exclu du film. Et c'est pas mon délire. Moi, mon délire, c'est quand ça se bagarre, c'est quand il y a du sang, c'est quand il y a des... Je suis pas du tout dans cet univers-là. Ce film-là est une pépite. Il est exceptionnel et on parlera même... En plus, quand j'ai vu le truc des Césars, je lui ai dit déjà, rien que là, ça sent mauvais. Et il m'a dit, c'est un film asiatique. J'ai dit, oh là là. De Cannes, ouais. Oh là là. Mais force est de constater à chaque fois que je regarde un film issu du cinéma asiatique, qu'il soit coréen, chinois, donc là on précise, c'est un film japonais. Il n'y a pas les mots plus, je ne pourrais pas en fait plus vous inciter à aller le voir, mais il est impératif. Si à un moment donné tu battes dans ta vie, tu veux regarder un truc qui met du baume au cœur, un truc, ça c'est un film qu'il faut regarder, et tu le regardes avec les yeux, avec le cœur, ce que tu veux, j'ai pas envie d'être trop poète. Mais non, c'est un film exceptionnel. Bref, pour le moment, le meilleur film de mon début d'année, c'est celui-là. Je vais te dire la note après, mais voilà. Tranquille. Je lui demande, lui il l'a vu en 2015, mais il l'a revu avec moi, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi je vais pas en rajouter plus, je suis totalement d'accord avec toi, c'est un film magnifique, en plus moi j'ai eu la chance de le voir au cinéma, donc les émotions étaient encore plus décuplées que ça, mais c'était incroyable, j'adore ce film, c'est un conte qui parle de 2 personnages qui sont blessés, qui sont fragiles et qui essayent, on va dire... de vivre correctement, de vivre bien même, et ils font tout leur effort en fait pour bien vivre et être correct, et malheureusement on va dire que la vie, voire même la société japonaise, parce qu'il y a une petite critique de la société japonaise derrière ça, ne leur rend pas la monnaie de la pièce quoi. Mais et c'est ça que je voulais dire en fait, c'est qu'au Japon
commence le film en montrant justement ces cerisiers, ces belles rues du Japon et tout, des belles couleurs et tout ça. Mais il faut savoir qu'au Japon, derrière ce beau tableau, en fait, se cachent souvent des trucs qu'on veut cacher, quoi, en fait. Comme cette vieille dame où vous verrez dans le film, c'est le pourquoi on veut la cacher, en gros. Mais tout ça, tous les gens qui sont pauvres en fait, les gens qui boivent, les gens qui sont handicapés, les gens qui sont moches, les gens qui sont gros, en fait, si vous regardez un petit peu les téléréalités et tout ça japonaises, vous le verrez, et ben on les voit pas en fait, parce que on essaye de le cacher, on essaye de faire que le Japon est tout beau, tout lisse, tout propre, et c'est ça qui est triste parce que ces gens-là sont délaissés en fait de la société, et ce film-là en fait leur rend honneur en fait. Et même la liberté, le fait, y a un travail sur il y en a un qui vit reclus et enfermé, et elle qui veut à tout prix elle lui ouvre aussi bien métaphoriquement que, quand elle ouvre le store et qu'elle dit qu'elle préfère travailler en voyant la lumière rentrer. Et pourquoi? Parce que elle, en fait, on va dire qu'elle a envie de voir cette lumière et cette liberté, sauf que lui, vu qu'on va dire qu'il a subi quelque chose dans sa vie, que des gens lui reprochent, en fait, c'est des gens qui l'oppressent et qui lui disent en gros que c'est pas bien ce qu'il a fait, quoi. Donc lui, il se renferme sur lui-même, vu que tout l'entourage qu'il y a autour de lui le repousse en fait, et en fait l'oblige à rester cloîtré en fait de son côté, un peu comme elle, sauf que elle essaye de combattre ça en fait. Et c'est franchement moi ce film là est terrible, il est génial, il y a rien à dire. Je te dis, la fausse note, c'est que peut-être la fin met un peu de temps. Oui, non, mais ça, par contre, je suis totalement d'accord avec toi. Je te l'ai dit que c'est même pas une fausse note. Mais ouais, voilà, avec tout ce qu'on a vu, parce que le film doit durer 1h40, je crois. Avec tout ce qu'on voit dans le film, on lui pardonne cette petite fausse note, et encore, ça va. On pardonne tout, on va même pas passer 20 minutes à parler de ce film. Si on devait vous recommander un film à aller voir absolument à tout prix, faites pas comme moi, parce que moi, du coup, ça, encore une fois, il m'amène au cinéma, il monte l'affiche, il est hors de question que je mette le pied dedans et que je paye pour voir ce film. Ah, ça, c'est vrai que l'affiche, elle est... Et je changerai pas, hein, malheureusement. Je suis pas le genre de mec à juger les livres par rapport à leur couverture, mais bon, moi, je suis attiré par un type de cinéma où, alors, il y a des histoires qui me plaisent plus que d'autres, et souvent, malheureusement, à tort, j'ai eu tendance à croire que des films d'auteur, ou encore, en tous les cas, des films qui se veulent un tout petit peu plus poussés sur le plan de la réflexion, que des films où il y a que de la bagarre, où il y a que de l'action, et ils ne feront pas de nuances méchants, gentils, boum. Et j'ai toujours pensé que c'était soit inaccessible, soit que c'était absolument pas mon délire, j'allais m'emmerder devant. Et bah avec ce film là, pas du tout, parce que je suis rentré dedans tout de suite. J'étais au début contemplatif, alors que je suis pas trop dans le contemplatif, pourtant au début je regarde, je me dis putain c'est sympa, c'est beau. Et petit à petit le film, j'étais à fond dedans, j'ai regardé, je me suis même pas endormi, alors que j'étais sûr que j'allais m'endormir. Souvent ils montent des films et je dors. C'est vrai que je pensais qu'il allait s'endormir au bout d'un moment. Je me suis même pas endormi. Ce film là, regardez-le, il passe souvent sur Arte. On vous le conseille si vous êtes amoureux du Japon, ou si vous voulez en voir plus, on vous le conseille fortement. Et il met de bonne humeur, et la fin, elle est magnifique. Elle est magnifique. La fin du film, les 2 dernières secondes. Et pourtant, il n'y a pas un truc de ouf. Hein. T'attends pas un machin où tu vas savoir qui a fait quoi. Non. La fin, elle est d'une simplicité. Et quand tu vois la fin, franchement, terrible. Film de ouf. Franchement, on va lui mettre les notes, on va tout de suite lui mettre les notes, on va passer plus de temps dessus. Voilà, donc tu veux mettre la note ou 5. Moi je lui mets 5 étoiles direct, c'est noté sur 5. Il a la note maximale. C'est le premier film sur lequel je mets un 5 étoiles. Et quand on va voir les films d'après, bon, celui-là en tous les cas il les mérite largement, et je pense de très loin, on peut parler de chef-d'œuvre. On va passer au film numéro 2, parce que là on sort du Japon, et là, hop là tu reconnais Matthew McConaughey, The Gentleman, Miramax. Voilà. On est sur la dernière production de Guy Ritchie. Enfin, réalisation de Guy Ritchie, ouais. Peut-être un petit topo sur les acteurs, vite fait. Donc vous n'êtes pas passé à côté de Gentleman, enfin j'espère. Nouvelle réalisation de Guy Ritchie qui revient à ses sources. Snatch, Arnaque Crimo-Botanique, Rock'n'Rolla. Donc vous le voyez, il y avait Colin Farrell, Hugh Grant, Matthew McConaughey, le barbu beau gosse là, il s'appelle comment? Charlie Hunnam, qui a joué dans Son of Anarchy. Et puis bon voilà. Il y a Eddie Marsay aussi que j'aime beaucoup, qui est le patron du journal. C'est un acteur que j'aime beaucoup, sous-exploité. Voilà, donc voilà, on a présenté le pitch. Hein, on va vous la faire. Moi, j'ai jamais vu de film de Guy Ritchie, donc Snatch. Bah si, en fait, t'en as vu un, t'as vu Sherlock Holmes. Je l'ai vu, Sherlock Holmes. Oui, je me rappelle. On était au cinéma, même que je me suis endormi devant le 2.
Ah bon? Mais... Je me rappelais même pas l'avoir vu, si, donc si, c'est si. qui m'a pas chauffé. Enfin les films de... Parce que là du coup c'est un film sur le banditisme, un film de gangster. Hein. J'ai pas de mémoire d'avoir vu Snatch, j'ai vu des extraits mais je l'ai jamais vu en Snatch à mon avis t'as dû en entendre parler. Oui, je connais. Beaucoup avec parce Brad que, Pitt, ouais. mon copain. Tu vois ça? Ouais, voilà, oui, mais sinon... Mais oui, non, mais parce que Snatch, c'est un de ces films classiques, on va dire, qui a beaucoup fait parler quand il est sorti, parce que Guy Ritchie est... alors, c'est où on le connaît par Snatch ou on le connaît parce qu'il est sorti avec Madonna, donc un des deux. Ah oui, c'est vrai, il est sorti avec Madonna. C'est vrai, ouais. Donc, non, Snatch est un de celui qui a le plus marché. Avant, il avait fait Arnaque, crime et botanique avec Jason Statham. Et, celui-là, il est vu. Hein. Et après, il avait fait Revolver et il est passé à Rock'n'Rolla, je crois. Ouais. Rock'n'Rolla, qui est un de mes préférés, mais qui a beaucoup divisé. Et on va dire que... Bah, vas-y, je te laisse dire le pitch du film déjà. Le pitch, bah, c'est l'histoire d'un baron de la drogue en Angleterre. C'est un mec qui a percé du coup en Angleterre en faisant du business avec le cannabis. Et on nous raconte du coup son histoire. Et j'ai envie d'en dire sans trop en dire. Bah, grosso modo, il veut prendre sa retraite. Donc il veut revendre son affaire à quelqu'un, parce qu'apparemment c'est l'un des plus gros producteurs, si ce n'est le plus gros producteur anglais. Je pense, oui. Et donc du coup en fait... Enfin, de toute façon il est vendu comme ça, le plus gros producteur de Marie-Jeanne en Angleterre. Le plus gros producteur de Marie-Jeanne en Angleterre. Et forcément, c'est quand tu as le business le plus juteux du pays dans le milieu du banditisme et que tu mets la clé sous la porte ou que tu comptes léguer ta boîte, et bah, ça arrêter éveille. Quoi, en gros, c'est considéré comme une faiblesse. Voilà, c'est considéré comme une faiblesse et puis ça éveille aussi la cupidité des gens qui t'entourent dans le milieu et tout le monde veut tirer à peu près son épingle du jeu parce que ça représente quand même un gros billet. Je vais pas en dévoiler plus sur les rouages qui ont fait que son business a marché parce que ça c'est super intéressant et c'est cool. Le film s'appelle The Gentleman, et bah ça loupe pas. Il n'y a pas un gars à l'écran qui n'est pas classe, y compris la femme du... Ouais, je pense que... Ouais, elle est radieuse. Elle a un garage de voitures, alors pas de luxe, mais pratiquement... Où, un peu old school pin-up. C'est raffiné, tu vois, il n'y a que des femmes qui travaillent dans le garage, et c'est que des bonnes mécaniciennes au top, tu vois, c'est vraiment pas mal. Il y a Nova qui dit, il n'y a pas que dans le milieu du banditisme que prendre sa retraite est compliqué, dans la France d'autres réalités aussi c'est difficile. Oui, on sait. Et là donc on a des acteurs qui sont classe de bout en bout, qui jouent tous bien. Il n'y en a pas un qui m'a fait... Colin, mention spéciale pour Colin Farrell. Oui. On va pas vous dévoiler plus sur son personnage, mais son personnage, il est fantastique, il est génial. Alors, je pense qu'il apparaît pas tant de fois que ça à l'écran. Non, c'est un petit peu dommage. Mais à chaque fois qu'il apparaît, je trouve que justement, c'est ça qui rend son personnage encore plus fort, en fait. Ouais, bah oui, parce que même Charlie... comment tu dis? Charlie Hunnam. Charlie Hunnam, il est... Alors, lui, autant... Moi, bon, vous avez bien vu au niveau de j'ai pas la même pilosité que mon voisin, donc j'ai jamais trop compris, par exemple sur Tinder, pourquoi les filles, moi je veux un grand barbu, nanana, hipster, je me suis toujours dit, non mais la barbe, non, là je retire absolument tout ce que j'ai pu dire de mal sur la barbe, ces mecs-là la portent très bien, il a une présence à l'écran de fou. Hugh Grant, il est en roue libre et c'est génial. Hugh Grant, le gars, il lui a donné le scénar, il a dit fais n'importe quoi. Hugh Grant en roue libre, n'importe quoi tout le film et c'est génial. Et alors, c'est fort. Chose que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est-à-dire que apparemment c'est une habitude chez Guy Ritchie, c'est-à-dire que quand le film s'ouvre, en fait c'est une narration. On te raconte, les deux personnages sont face à face, je vais pas vous dire lesquels, mais grosso modo ils racontent le déroulé de l'histoire. Des fois ça plaît, des fois ça plaît pas, mais on attendra le film d'après parce que je pense que du coup le film d'après, lui et moi on va pas être d'accord sur pas mal de points. Non mais ça on va dire que Guy Ritchie a roulé sa bosse, hein. Bon, on va passer c'est quoi qu'il l'a fait sur Sherlock Holmes aussi, j'ai pas vu Aladdin ni enfin j'ai vu le roi Arthur, mais sur le roi Arthur il l'avait pas trop fait. Oui, le roi Arthur j'avais vu aussi, mais on n'était pas été emballé. Il y avait Charlie Hunnam qui jouait le roi Arthur d'ailleurs. Et Aladdin je l'ai pas vu, mais comme tu dis il a essayé d'autres trucs, il est parti au-delà de son genre qu'il faisait avant, donc le film de gangster, et surtout son style de réalisation, où ce film-là, en fait, c'est vraiment un match-up de tout ce qu'il a fait. On retrouve ce qu'il a fait sur Rock'n'Rolla, on retrouve ce qu'il a fait sur Snatch par rapport à la narration, à l'écriture des dialogues et tout ça, par rapport au montage, on retrouve ce qu'il a fait sur Arnaque, crime et botanique. C'est vraiment, en gros, c'est un film
pour les fans qui attendaient son retour, bah, comme moi. C'est une mise en abîme, hein. Exactement. Tu le verras dans le film, hein. C'est une mise en abîme. Et c'est pour ça qu'au début, quand je suis sorti de la salle, j'étais un petit peu mitigé, parce qu'en fait, vraiment, il le savait. Il le savait que tous les fans de la première heure attendaient ce film-là, en fait. Donc, dans le film, on ressent Guy Ritchie qui nous dit, vous attendiez ça, bah voilà, je vous le donne. Mais en plus, il nous troll un petit peu en rajoutant quelques trucs, en nous faisant un petit peu, en nous titillant un peu sur certaines scènes, sur certaines références et tout ça. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu chamboulé et que je me suis dit ah ouais, je sais pas s'il me prend pour un coup ou non, mais après j'ai revu, j'ai réfléchi, j'ai revu certains détails du film et tout ça. Je me suis dit non, c'est vraiment Guy Ritchie qui revient pour s'amuser et offrir aux fans ce qu'il voulait, en fait. Le conseil que je vous donne, c'est de le voir en VO et pas comme nous en VF, parce qu'il y a des jeux de mots en VF, ça passe pas. En VF, c'est et puis les accents, ça doit jouer pas mal aussi. C'est la langue anglaise, donc en anglais il y a des petites subtilités qui voilà. Et ça c'est la marque aussi de Guy Ritchie, hein, voilà, de jouer avec la langue anglaise. Voilà, donc ça, nous on s'est privé de quelque chose en fait en allant le voir en VF, et il faut vraiment que vous le voyez en VO. Donc je sais que Easy Mystery, il aime beaucoup Snatch, donc j'ai bon espoir que ce film-là te plaise, parce que moi j'ai jamais vu Snatch et il faut vraiment si t'as aimé Snatch, je pense que tu aimeras. Alors c'est pas du haut niveau comme Snatch, mais puis aussi Snatch était, on va dire, une petite claque de la première vision, tu vois. Là on connaît Guy Ritchie, ça fait un petit moment, c'est pas aussi bon, mais il dit c'est plus proche de Snatch que de Revolver. Alors, non, c'est plus proche de Snatch que Revolver quand même. Ah, c'est ce qu'il quoique le montage de Revolver se ressent quand même sur ce film-là, hein. Et alors, gros point fort, et à un moment donné, je vais pas parler, dans ce film-là, j'ai pensé aux Tortues Ninja. Ah, non, je vois pas. Le moment hip-hop. Dans ma tête, ces gars-là, c'est les Tortues Ninja. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais ouais, gars, si, grave, ouais, non, aussi, d'accord. Je sais pas pourquoi, mais alors, il y a la musique. À un moment donné, vous allez voir un truc. La camionnette, tout ça. Et je me demande si c'est pas fait exprès. Après, je sais pas. C'est un truc de ouf. Tout ce qui fait l'Angleterre, c'est dedans. Donc déjà tu vois que c'est so british. Il y a absolument tous les codes. Ce film-là, sursorti conquis. Vous allez voir aussi plein de couches. C'est ça qui est cool dans ce film, c'est que il y a plein d'endroits dans Londres, etc. Et même des milieux sociaux. C'est plutôt bien retranscrit, j'en sais rien, j'ai jamais vu, mais en tous les cas, à aucun moment ça sonne faux. En tout cas, ça a l'air, quoi. Voilà. Et puis cette actrice-là, elle est dingue. Perso, elle dégage un truc dans ce film. Elle est assez fou. Son comportement hautain, parce que c'est une petite bourgeoise qui se la raconte. Mais l'actrice, je sais pas. Enfin, c'est une petite bourgeoise. Là, on la voit comme petite bourgeoise, mais à mon avis, elle est partie comme le héros principal du bas, en fait, pour grimper, à mon avis. Ouais, le film, il est ouf. Mais de toute façon, dans le film, ils le disent qu'ils sont bourgeoises. Ah oui, non, mais dans le film. Et ça parle de ça, comme tu dis. De l'embourgeoisement, des gangsters, tout ça, etc. Et c'est une bise en abîme de fou. J'espère très franchement qu'il va cartonner au cinéma et qu'on va avoir une suite, parce que je suis pas très client des films de gangsters, moi personnellement j'ai un peu de mal. J'aime bien, ça dépend desquels, mais pareil, là je suis vraiment pas objectif, c'est du Guy Ritchie. C'est un réalisateur que j'adore. Après ça, c'est vraiment un style à part, hein. Moi j'ai tellement kiffé, je t'ai dit, les personnages sont vraiment tous fous, même l'humour anglais. Il y a des moments dans le film où tu as des moments de flottement, tu te dis qu'est-ce qui se passe là. Les acteurs sont bons, l'histoire elle est cool, on ne s'ennuie pas, c'est très bien rythmé, la narration est terrible, elle accompagne incroyablement bien l'histoire, les acteurs sont parfaits. Il n'y a rien à dire sur le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur, rien à dire. Colin Farrell, mention spéciale pour toi. Allez le voir au cinéma et allez le voir en VO, ça vaut vraiment le coup. Ouais. Pour ceux qui, et on sait que c'est illégal dans votre réalité, donc on rappelle que la détention ou la consommation de produits illicites type drogue est interdit dans votre réalité. Pour peu que vous aimiez cette ambiance, là-dedans, il y a trois... Ou que vous viviez au Canada. Alors, il y a ou que vous viviez au Canada ou aux Pays-Bas, hein. Il y a pas souvent dans le film, mais il y a un moment où même moi j'ai fait Il y a quelques petits moments où ceux qui connaissent ils vont apprécier. Blueberry Yum Yum de Ludacris, on est absolument dedans. Donc ça et c'est cool parce que c'est pas tout le temps. Normal, c'est ça, c'est pas appuyé. Ça m'a même un petit peu étonné de la part de Guy Ritchie de partir dans ça. Mais ouais, il a pas appuyé. Tu vois pas de la drogue à outrance. Et alors.
les gens, c'est ouf aussi parce que l'image de ce produit-là est souvent attachée, tu sais, au délire reggae, ouais, cool, ah bah hippie. pas du tout. Et Hein. à un moment donné dans le film, c'est ouf parce que ça devient presque, enfin, je vais pas faire de comparatif, mais du luxe. Genre, quand lui, il le met dans sa bouche, Ah oui, non mais oui. tu te oui. dis, wesh, ah non mais Ah, oui. ça a pas la même tête. Pourtant, il fait le geste, il fait les bails. Hein. Ah oui. Mais oui. quand il. Tu sais, il y a quelque chose de classe quand il le fait. Tu te dis, what? Hein? Bah, je repense à mes jeunes années. C'est exactement ça, comme veut démontrer le film, l'embourgeoisement des criminels, voilà. En fait, tu vois, et c'est vraiment plutôt bien représenté. La réal est parfaite. Oui, non, mais voilà, c'est la réal de Guy Ritchie. Ceux qui sont habitués, ils vont kiffer. Il nous a fait des petits moments de délice vraiment pas mal. Bon, par contre, ceux qui connaissent Guy Ritchie vont pas être surpris des péripéties en fait qui arrivent dans le film parce que ceux qui le connaissent vont savoir ce qui va arriver en fait clairement. Moi quand j'ai vu le début et la scène d'ouverture plus après les petites scènes qui arrivaient après qui te mettaient un petit peu de suspense, ça a pas duré longtemps parce que je connaissais le bonhomme, je savais où il allait, dans quelle direction il allait, je savais parce que quand tu regardes un film de Guy Ritchie, il faut regarder les détails et il met beaucoup de détails et chaque scène de Guy Ritchie, pratiquement pas tous, mais servent à quelque chose et s'il met cette scène là, c'est pas pour rien et lui il l'a vu, il y a des références qui sont assez pointues quand même et c'est pas pour rien qu'il les met, donc faut bien regarder. Moi j'ai bien regardé, donc quand je suis arrivé à la fin j'ai pas vraiment été surpris, donc mais ça fait plaisir de revoir Guy Ritchie sur ce genre de film et je suis un petit peu content quand même. Ah, alors du coup, quelle note tu vas lui mettre? Bah moi je vais lui mettre un 4 quand même. Il y a un moment de flotte. T'as vu commentaire 4. Ah, j'ai réfléchi beaucoup quand même. Non, c'est ta note, t'as le droit. J'ai vraiment réfléchi beaucoup parce que... Sur 5, on rappelle, c'est noté sur 5. Parce que là, vraiment, c'est un film que j'attendais beaucoup. Et je me suis dit... après, bon, bah, il sort de Aladdin et le Roi Arthur qui était... que j'ai vraiment pas apprécié. Enfin, j'ai même pas vu Aladdin, quoi, parce que le Roi Arthur, j'ai pas apprécié, quoi. Bon, donc, je me suis dit, putain, c'est où ça passe, où ça casse. J'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, bon, ça a l'air de revenir aux sources. Casting 3 et quand je l'ai vu, il joue avec ses fans. Il joue avec ses fans, quoi. Vraiment, avec les trucs méta et tout ça. Même à la fin, quand vous verrez un truc qui fera ah oui. Oh, c'était génial. Moi, j'y connais rien, mais c'était génial. Non, franchement, ça déboussole. Au début, je suis sorti, je me suis dit, il se fout de ma gueule. Il était un peu vénère. Il crache à la gueule et tout. Et après, je me suis dit, ce qu'il m'a dit. Il était vénère. Bon, non, faut que je prenne du recul. Faut que je vois ce qu'il a fait. Faut que j'analyse un petit peu tout ça. C'est pas un excellent film de Guy Ritchie, mais c'est un très bon film de Guy Ritchie quand on voit ce qu'il a sorti ces dernières années, quoi. Voilà, et bah moi je vais lui mettre la note de 4,5. Pourquoi moi je lui mets pas 5 ? Parce que déjà en film de gangster, je suis compliqué, et si vraiment on devait dénoter des défauts dans le film, parce qu'il n'est pas complètement parfait. Ah oui, non, il n'est pas parfait. C'est... Quand j'ai vu la bande-annonce et quand j'ai vu le film, et ça c'est cool parce que tu te dis bah finalement la bande-annonce t'as pas survendu le film. S'il y a un défaut que le film devrait avoir, bah moi je trouve que justement les personnages notamment alors toi tu dis que c'est peut-être ce qui fait sa force, c'est qu'il apparaisse pas assez souvent. Et alors ce qui est aussi perturbant, c'est que bah finalement Matthew McConaughey, on le voit pas tant que ça dans le film alors que il est central dans le récit. Et on le voit pas. Mais c'est ça en fait, c'est que il est présent même quand on le voit pas en fait. Ouais. Et c'est ça qui est fort. Ça c'est fort de la part de Guy Ritchie. Il sait comment traiter plusieurs personnages dans une histoire. Et alors s'il prend pas de mon côté un 5 sur 5, c'est parce que justement la fin, elle te retourne pas le cerveau. Il te fait une fin où enfin une fin de dingue, hein, parce que le film tel qu'il est narré, je me suis dit oh là tu vas me faire un truc à la fin, je vais pas être prêt. Alors c'est vrai que c'est cool, mais j'en ai pas tremblé non plus, j'étais pas choqué en sortant du film. J'ai commencé et terminé ce film en sortant, et j'ai pas eu besoin de plus cogiter sur le film que ça, à part pour faire le débriefing avec vous. Mais voilà, il prend 4,5 parce que je pense que peut-être aller à la fin, tu nous fais un climax ou alors un retournement de situation, parce que des coups de théâtre, il y en a plein dans le film. Mais pour moi, c'était du mineur, c'était juste pour pouvoir pimenter et relever le récit. Et c'était pas pour complètement contrebalancer tout ce que tu avais vu pendant 1h30. Après, je vais pas critiquer son film et la manière dont il l'a construit, ça lui appartient. Après, c'est à nous, ça nous appartient quand on le regarde. Tu prends 4,5, franchement, on vous recommande d'aller le voir, vous perdrez pas votre temps ni votre oseille. Et là, maintenant, on va passer au troisième film. Voilà. Attention, est-ce que vous êtes prêts dans le chat? Est-ce que vous reconnaissez ce personnage? Harley Quinn, alors Birds of Prey de
Cathy Yan. La fantabuleuse histoire d'Harley Quinn et en anglais. La fantabuleuse Emancipation de Harley Quinn. Donc avec Margot Robbie en Harley Quinn, Mary-Elizabeth Winstead en Huntress, Journée Smollett-Bell en Black Canary et Rosie Perez en René Montoya. Ewan McGregor en Black Mask et l'acteur qui joue Victor, je sais. L'acteur qui joue Victor, qui est un acteur connu d'ailleurs, Chris Messina. Voilà. Donc on l'a fait, on va planter le pitch vite fait parce que celui-là va nous faire parler parce qu'on n'a pas trop eu le temps d'en discuter. J'explique. En fait, ce week-end, je n'étais pas là. Et Raven, du coup, chacun de son côté. A été le voir ce week-end. Et on n'avait pas de troisième film à voir. Du coup, hier soir, accompagné par mon régisseur et un intervenant de la BDR TV, on avait vu Notre Réalité. Et je suis allé voir ce film-là. Et je vous avouerai que je ne voulais surtout pas donner de l'argent à ce film. Je reste encore sur mon traumatisme de Charlie's Angel que j'ai vu l'année dernière. C'était 2019, c'est ça? Ouais, fin 2019. Fin 2019. Je reste sur le trauma de Charlie's Angel. Et je me suis dit, mince. On va encore me pondre un truc et on va en discuter. Je vais laisser Raven parler en premier. J'ai fait voir les deux films, c'est à lui de. Enfin, s'il veut. Hein. Non, mais ouais. J'aimais bien la campagne en fait de l'affiche et en fait j'allais le voir pour elle. Voilà, celle qui joue Huntress. J'adore cette actrice. Celle qui joue dans Scott Pilgrim. Tu sais elle. Et j'adore cette actrice en fait et j'allais vraiment la voir pour elle, donc j'étais un petit peu déçu parce qu'on la voit pas énormément, mais j'adore le personnage qu'elle joue. Et j'avais détesté Suicide Squad. Hein. Et qui ne l'a pas détesté? Franchement, qui n'a pas... Il y a des gens qui ont bien aimé. Killer Croc, il fait 1m30. Je vais pleurer. Vas-y, fini. En vrai, j'ai pas détesté. J'ai plutôt bien aimé. Le film est très très inégal et c'est très dommage. Je pense qu'il a quand même subi des problèmes de production. Parce que on commence avec des scènes de baston qui sont vraiment très bien filmées, vraiment très bien chorégraphiées. Et plus ça avance vers la fin et plus les scènes d'action sont un peu brouillons. Ou alors j'ai aussi émis l'hypothèse que la réalisatrice ne sait pas gérer les scènes d'action avec plusieurs personnages, parce que les scènes d'action qui arrivent un peu plus tard dans le film, c'est avec on va dire toutes les actrices qui se tapent en fait contre les méchants. Je pense qu'elle n'a pas réussi à gérer, à filmer tous les personnages qui se tapent d'un coup, donc ça fait un peu brouillon. Par moments, on ne sait pas trop où on est. Mais par contre, les trois premières bastons où Harley Quinn se tape, je les ai trouvés super bien réalisés, super bien chorégraphiés et assez violentes. Alors, je soupçonne Warner d'avoir voulu faire leur Deadpool féminin. Parce qu'à certains moments, juste le fait que ça soit elle qui raconte le film, en fait, qui ait des flash-forward et tout ça, à certains moments, ça j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment trouvé ça très drôle à la Deadpool. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus et plus longtemps dans le film, parce que c'est vrai que c'est concentré dans le début et après il s'en éloigne vers la fin. Et puis c'est assez gore quand même. Il y a pas mal de scènes qui sont assez horribles quand même de la part de Harley Quinn et du méchant Ewan McGregor. Ewan, c'est pas grave. Bref, c'est pas grave. Et je pense ils ont voulu faire leur petit Deadpool, mais ça a pas non plus très bien marché. Le méchant, le bras droit de Black Mask est plutôt intéressant. Après, c'est vrai que quand on voit un film que avec des actrices, réalisé par une réalisatrice, scénarisé par une scénariste, on se dit ouais, donc voilà, ça va être un autre film girl power, feminist power et tout ça. À vrai dire, je suis complètement passé à côté du sous-texte féministe en vrai. Je pense que j'y ai pas vraiment prêté attention. J'y suis vraiment allé en tant qu'adaptation comics et tout le long j'ai pensé à ah oui, ça c'est dans le comics, ça c'est pas dans le comics, tiens, ça ce personnage là je me rappelle dans le comics. Petit défaut, les hyènes, il y en a qu'une et c'est vraiment anecdotique, et ça, en fait, la scène de la hyène ne sert à rien et c'est dommage. J'aurais aimé voir plus. Ensuite j'ai apprécié, mais c'est pas non plus une claque. C'est mieux que Suicide Squad. Et c'est moins bien que Joker, c'est sûr, mais c'est pas du tout le même genre de film. Non, c'est pas voilà. Et pour ma part,
peut-être le meilleur film de DC Universe, je pense, parce que, enfin, en même temps, ça va pas être très dur, mais je pense pour moi, hein, c'est le meilleur film DC Universe que j'ai vu. Alors attends, il y a eu Romgamb et Dova qui ont parlé du doublage. Oui. Il disait que c'est la voix de Tracer dans Overwatch, j'ai l'impression que oui, Dorothée Pousseo. Si je crois que c'est ça. Oui, c'est elle qui fait la voix de Margot Robbie depuis quelques films déjà. Je crois qu'il y avait une petite polémique parce que c'était pas elle qui faisait le doublage dans le film de Tarantino. Ah, peut-être. Et ils disent elle a pas de hyène dans les comics, je crois. Moi je l'ai vu que les dessins animés. Si, elle a deux, dans les comics et dans le dessin animé, elle a deux hyènes. Là, elle a qu'une hyène et puis c'est vraiment anecdotique de fou. Hein. Ce film, je l'ai vu tout seul. Je ne voulais absolument pas le voir. Et donc déjà j'y vais avec un a priori monstrueux. Déjà je vous explique, Charlie's Angel et moi on a vécu un petit trauma entre donc le sous-texte féministe, le film et moi. Alors j'ai encore une fois, ça va être relou. Ça va être relou d'avance. Si tu es une jeune femme, que tu es féministe, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème, force à ton combat. Et commence pas à me dire mal, cisgenre et tout. Là, on n'est pas sur ce débat-là, encore une fois. Là, pour le coup, je rejoins le JDG qui s'est pris une shitstorm le week-end dernier parce qu'on lui a dit qu'il aimait pas le film parce qu'il y avait des actrices dedans. Ce qui est complètement stupide. Comme attaque, parce que encore une fois, nous on va au-delà du fait que tu sois un acteur ou une actrice quand tu joues dans un film. Les Délices de Tokyo qu'on a traité 2 films auparavant est un excellent film qui est porté par une excellente actrice qui plus est âgée, très âgée, et qui nous prouve que du coup les personnes âgées et les femmes très âgées peuvent au contraire avoir une très forte impact dans un film, et son impact à elle m'a marqué. Donc on s'en fout, on regarde pas le sexe quand on regarde un film. Donc ce film là je voulais pas le voir déjà d'une parce que je voulais pas me prendre du girl power pendant 1h40. Je dis pas que c'est inutile, encore une fois il faut que ce soit intéressant et bien amené parce que comme je l'ai dit pour Charlie's Angel c'est un sujet qui est sérieux et qui demande énormément de réflexion, de compréhension et qui demande une vraie éducation, même pour nous, même pour moi. Je vais même pas parler pour les gens, je vais parler pour moi et du coup j'ai besoin qu'on éclaire ma lanterne ou moi j'ai pas peur d'apprendre sur ce sujet là. Encore une fois, Les Femmes de l'ombre c'est un film que je veux voir et je pense que le sous-texte féministe là dedans il est amené d'une manière peut-être qui me parlerait plus, et pour le coup ça, les trucs un peu girly, alors c'est le terme que moi j'emploie avec un peu pop acidulé ou voilà, je voulais pas me confronter à ce film là, je suis allé le voir. Après je trouve que Harley est le symbole du féminisme militant et de l'émancipation depuis toujours. Ça c'est un autre débat, alors c'est même pas un autre débat. Moi je m'en fiche en fait qu'il y ait un discours féministe, je veux juste pas qu'il soit... Ça c'est mon avis, et ça c'est un avis de spectateur, je veux pas qu'on me le serve pendant 1h40. C'est-à-dire que je trouve que le mettre dans le film c'est intéressant, le mettre pendant 1h40 ou 2h non-stop, ça me fatigue. Parce que si du coup je voulais voir un film féministe, j'aurais regardé un documentaire sur le féminisme. Alors là j'apporte la nuance, effectivement ce film ne fait pas ça. Tu te le prends, le discours féministe, il n'est pas si lourd que ça. Il est un peu facile, hein. Il est facile, à un moment donné dans le film, elle fait... Parce que déjà, il faut savoir que l'histoire de ce film, on n'a pas planté le pitch, c'est Harley Quinn qui se sépare du Joker. Donc là, voilà. Donc le Joker est une forte personnalité de Gotham, et bien sûr, on parle de celui de Jared Leto dans Suicide Squad, qui est selon moi l'un des plus ratés qu'il y a eu au cinéma. Le Joker, elle est plus sous son emprise, et du coup, elle fait un peu ce qu'elle veut. Alors au début, elle bénéficie d'une petite immunité parce que le Joker la protégeait. Et quand les gens découvrent que le Joker n'est plus là avec elle, il y a plein de gens qui veulent la détruire et lui tirer dessus. Et la tuer. Ce que je veux dire, c'est que depuis le délire Batman Joker Harley, on remarque que Harley Quinn, elle est contre les mecs sous toutes ses formes. Et alors c'est peut-être ça qui me dérange dans le film. C'est dommage. Parce qu'en fait tout le monde est cool. Et j'ai été moins déçu par ce film, alors que je voulais pas le voir, que par Suicide Squad que je voulais voir. Margot Robbie fait le taf. Elle porte le film sur ses épaules, clairement. Je dis pas que les autres actrices le font. Ça se voit, hein. Les autres actrices font très bien le boulot. Mais vu que c'est la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, tout se passe sur elle. Si elle a insisté pour faire le film, si elle... Voilà. Elle est géniale. Alors là, je peux même pas la critiquer et dire qu'elle est nulle en Harley Quinn. Elle est top en Harley Quinn. D'ailleurs, elle fait même de l'ombre aux autres actrices. Oui. Parce que même Huntress, que beaucoup attendaient, et qu'on voit pas trop, et c'est dommage. Et qu'on voit pas finalement tant que ça, elle passe à côté. Et elle vampirise absolument. D'ailleurs, aux États-Unis, le film a changé de nom.
Et le film s'appelle Harley Quinn. Oui, parce qu'ils savent pas le vendre en fait, et qu'ils ont le seum parce qu'il marche pas, mais en même temps ils nous ont servi que des bouses avant, donc... Bon, après le sous-discours féministe, bon bah tous les méchants c'est des hommes. Bon, d'accord, si vous voulez. Il y a des scènes, il y a une scène qui était certes un peu dérangeante. Bien sûr que quand je vais voir Harley Quinn, je vais voir une faux folle qui va faire des blagues pourries pendant 1h40. Et bon, après l'émancipation, etc., c'est pas que c'est pas bien que ça arrive. Mais pour le coup, le scénario, il l'a dit, le scénario... il est bateau. Hein. Il est bateau, quoi. Alors, c'est bien que tu as un discours féministe, mais le scénario, finalement, il faut que tout colle, en fait. Si tu veux une exigence sur un point, quand tu fais ton film, après, encore une fois, hein, on n'est pas des réalisateurs, on est des spectateurs, et c'est le point de vue qu'on a, nous. Peut-être que si tu nous donnes un film à faire, on sera beaucoup moins bon qu'eux, hein, alors c'est même sûr. Donc nous, c'est nos attentes de spectateurs. Mais si tu veux être exigeant sur pas mal de points, et pour le coup, elle a pas de chance. Je vois ce film-là après avoir vu Gentleman et Les Délices de Tokyo. J'ai vu le Joker que j'ai survalidé. Et après, je vois, quand on parle de l'univers du DCU, et après, je vois ce film-là. Bah pardon, peut-être que je suis pas dans le même état d'esprit, ou alors peut-être que je l'aurais vu avant Charlie's Angel et que je l'aurais vu il y a 3 mois, et bah j'aurais pas eu le même avis sur le film, et ça se trouve même pas la même approche, ni sur le sous-discours féministe, ni tout ça. J'aurais peut-être même surkiffé de ouf, et j'aurais validé, parce que c'est clair qu'il fait un joli pied de nez à Suicide Squad, qui est un ratage complet. D'ailleurs, encore une fois, Suicide Squad, l'un des rares personnages qui sauve ce film, c'est Harley Quinn. En fait, si tu veux, c'est pas tant le fait que le personnage soit axé féministe, c'est la période... On a eu ce débat là avec Raven, je lui disais, est-ce que tu penses sincèrement, parce que le personnage dans Suicide Squad qui s'est le plus détaché et qui a le plus marqué, c'est elle. Est-ce que tu penses sincèrement que c'est réellement du militantisme, ou est-ce que c'est de la communication et que ça devient un business juteux? Et c'est en ça qu'on s'interroge, exactement comme on s'est interrogé sur le film de Waititi. Est-ce que finalement on défend des causes, parce que c'est bien qu'on en parle et c'est bien qu'elles existent et c'est bien de les prévaloir dans le domaine artistique, mais est-ce que pour le coup... Est-ce qu'il y a une réelle franchise de la part des producteurs? Et je rappelle que les gens qui produisent ce film, alors peut-être que la réalisatrice et la scénariste sont des femmes, et c'est très bien, on revient pas là-dessus. Est-ce que de la part des producteurs, il n'y a pas surtout une volonté de faire de l'oseille facile avec la figure de Harley Quinn? C'est ça en fait finalement que moi je reproche. Si. Et pour le coup, c'est le débat que j'ai eu, la franchise que tu as vis-à-vis de l'œuvre que tu conçois et que tu donnes aux gens avec ce film-là, est-ce que finalement tout est sincère dedans dans le discours que tu veux servir? Et est-ce que c'est pas grossier et caricatural plus pour plaire à la masse que réellement apporter une réflexion sur l'émancipation d'une femme qui est tenue par un psychopathe qu'elle aime et qui ne la respecte pas? En fait, c'est toutes ces questions-là que moi je me pose. Alors peut-être que je devrais pas m'en poser autant. Alors lui, il est passé à côté du discours féministe. Moi, franchement, j'avais tous les chakras. J'allais dire tous les crachats. J'avais tous les chakras ouverts. Et alors, ce qui est bien... Alors, ce que toi, t'as kiffé, la narration, parce que le film commence avec un film d'animation, et ça, tu me l'avais pas dit, t'as très bien fait. Oui, bah oui. Et c'est le film d'animation... Il est génial. Ah, le film d'animation, il est fantastique. Mais il est vraiment génial. Je me demande d'ailleurs si le film... T'aurais pas dû le faire en film d'animation. Parce qu'il est énorme, le film d'animation. Il est trop beau, il est bien animé, il est ouf. En plus, la liaison avec les cartoons de Bip Bip et Coyote, et de Titi et Gros Minet, parce que du coup, forcément, ce personnage-là, la Warner, c'est la Warner qui gère, et la Warner, c'est à ceux qui connaissent, hein. Odova, ça va te parler, ça cartoon. Eh oui, ça cartoon. Et du coup, c'est cool parce que l'aspect cartoon, ils l'ont conservé dans le film. Déjà, dans les comics qui ont plus de 5 ans, il y a du féminisme avant que ce soit à la mode. Alors, oui, d'accord, Dova. Je suis d'accord avec toi. C'est bien, il est chaud, Dova. Lui, il va venir sur un débrief. Je suis d'accord avec toi. C'est clair que dans les comics, alors pour le coup, sur le respect des comics, lui, il a vu qu'il y avait des trucs qui respectaient le comics. Et puis, j'ai pas lu les comics, mais je me suis rencardé. Et apparemment, il y a un des personnages... fille dedans, une jeune femme, enfin même une adolescente, son personnage respecte absolument pas le comics. Bon, après on aime ou on n'aime pas. L'aspect cartoon, il est cool. Là, la scène avec Marilyn Monroe, j'ai pas du tout compris pourquoi elle était là. Mais pour moi, cette scène est inutile. Clairement. Non, c'est un délire et je pense qu'en fait ils ont juste voulu faire passer la folie en fait de Harley Quinn là-dedans, mais c'est vrai que ça c'était... Ça n'a pas marché sur moi. Non mais moi aussi, c'est passé à côté. Je me suis dit c'est fun et c'est joli, mais ça passe à côté de son propos. Voilà, c'est pas... les scènes d'action sont cool. Alors comme il dit que c'est brouillon, j'ai jamais vu Harley Quinn ne se bat qu'avec des balayettes. Alors c'est très bien, c'est une acrobate, mais je sais plus qui disait ça parce que j'ai regardé d'autres critiques et c'est vrai que je me suis dit, mais ouais, c'est vrai que... Alors il y a un moment donné, il y a quand même une scène où elle assomme quelqu'un en lui jetant un smartphone au visage. Oui, mais moi c'est le genre de truc et le genre de détail que j'adore. Et ben moi ça m'énerve parce que du coup, même si c'est cartoon, etc. et que ça le veut, je me dis, ouais,
c'est crédibilité, c'est pareil. Ouais, mais bon. Crédibilité. Bah ouais, mais les scènes, du coup, elles sonnent faux. Dans le commissariat, elle assomme avec des paillettes, mon gars. Donc, ouais, mais tu peux te dire qu'avec le fusil et le coup que les gars ils prennent. Alors, mais t'as vu comment ils volent. En plus, j'y ai pensé. C'est poussé, mais ça marche pour un film. Tu le fais pas pour 2 films. Et à un moment donné, tu veux la confronter à qui? Parce qu'Ewan McGregor en méchant, il est très bien. Ah, moi j'aime bien. Moi je trouve que non, justement. T'aimes pas Ewan McGregor dans le film? Non, alors j'adore. Lui en tant qu'acteur, il est vraiment en roue libre et j'adore son jeu, mais son personnage est vide. Il est vide. Son niveau écriture, son personnage ne sert à rien. Il est complètement vide. Et tu le connais ce méchant dans la BD, toi? Oui, ben oui. Le méchant Black Max, il est vachement meilleur. C'est le truc complètement raté d'adaptation de comics, ça, Black Mask. Hein. Ah bon. Mais enfin pour moi, parce que moi, son personnage, quand il le joue. Bah, il joue très bien, il est en roue libre. Là, Evan McGregor, il kiffe ce qu'il fait. Il est en roue libre. Il paraît plus fou qu'elle. Hein. Ah oui, bah oui. Il paraît plus fou qu'elle. Pourtant, elle, c'est une cintrée. Il paraît plus gosse de riche, sale gosse en fait. Tu vois. Voilà, j'ai clairement préféré son bras droit, quoi, qui est vraiment plus déluré et fou. Quand il lui monte les cicatrices. Ouais. J'ai fait, ben voilà, c'est exactement ce qu'on veut comme méchant. Et c'est ce que j'ai dit, c'est que bah du coup Harley Quinn, Margot Robbie très bien, Black Canary ça va. Bah, je trouve qu'elle est pas mal exploitée. Ouais. Montoya c'est pareil. Au bout d'un moment dans le film, Black Canary est vraiment mis de côté et c'est dommage. Même Huntress, en fait les Birds of Prey, celles qui vont constituer l'équipe des Birds of Prey, bah je les trouve pas. Je trouve que c'est comme tu dis, Margot Robbie prend de la place en fait, donc ils sont un peu mis de côté. Voilà. Et c'est dommage. C'est dommage. Les couleurs sont cool, les scènes d'action sont cool, et par contre la narration a foutu le film en l'air. 2 fois ils font un truc où ils reviennent en arrière. Moi ça j'ai adoré. Ça me sort du film. J'ai adoré. Ça casse le rythme et je trouve que c'est mal fait. C'est ce que je disais, c'est que ce genre de narration là qui rappelle Deadpool, hein, clairement, et bah c'est un truc que j'aurais voulu parce que ça sème un certain chaos en fait qu'on s'attend pas dans le film, et je me suis dit ah tiens c'est étonnant, et je me suis dit bah fais-moi ça pendant tout le long du film, ça va me faire kiffer. Mais non, en fait ils le font 2 fois et ils l'abandonnent totalement, et à la fin ils lui font dire une vieille phrase en narration, et j'ai fait bah ouais, bah ça fout en l'air tout ce que t'as voulu mettre au début. En même temps, quoi. Tu peux pas faire ça 5 fois pendant le film parce que ton film il va être non, mais il y a plein de genres, il y a plein de façons de le faire. Deadpool l'a fait. Deadpool le fait très bien. Fais-le à la Gremlins, au pire, comme Gremlins 2, quand ils arrêtent carrément la bande ou enfin le film, ils arrêtent le film vraiment. Bah fais-le comme ça aussi dedans. Enfin, je sais pas, il y a plein de façons de le faire. Ils ont exploité 2 façons qui moi m'ont fait vraiment kiffer et que j'ai vraiment bien aimé. Et après, mais vraiment, c'est pour ça que je dis que le film il est vraiment divisé en 2, parce qu'il y a cette narration en fait qui renverse le film à des moments, avec des scènes d'action vraiment stylées tout le début, et vers le milieu ça commence à un peu partir en mode ouais bah je m'en occupe plus trop, et vers la fin ils ont totalement lâché ça. Ah oui. Et c'est trop dommage, donc c'est pour ça que je me dis bah le film est vraiment inégal. Je me dis mais c'est pas possible que ça soit une seule réalisatrice sur le film, ou alors elle a pas eu le temps de tout faire, on lui a pas laissé champ libre et le temps de tout faire, ou alors derrière les producteurs ils ont fait ouais mais c'est bon, nous on veut faire quand même Après ce film il y a un truc bizarre dedans. Et bah aussi une chose, j'ai pas reconnu Gotham. Alors moi pas du tout, j'ai écouté ce que tu m'as dit. Franchement, il y a plein de fois où je pensais qu'on n'était pas à Gotham. S'ils le disent pas, moi à aucun moment donné je pense à Gotham quand je regarde le film. C'est vrai Ils ont voulu faire un film coloré, etc. Mais l'aspect Gotham est pas poussé à fond en fait, donc c'est vrai que quand on regarde des Tim Burton et tout ça, mais juste les Nolan, c'est moi dans Nolan tu vois la misère et tout, la galère, mais moi en tout cas dans les Nolan je vois pas du tout Gotham, hein. Dans les Nolan. Ah oui. T'es un ouf. On n'est pas d'accord, hein, parce que moi The Dark Knight, c'est ça le The Dark Knight. Je le vois complètement Gotham. Mais c'est à cause du Joker, c'est Heath Ledger. Oui, regarde, quand t'as le Joker quelque part, le Joker à lui seul, avec Batman à lui seul, te fait comprendre que t'es à Gotham. Pour moi, esthétiquement, et c'est peut-être ça qui est compliqué avec. Ce Gotham-là est mieux que ceux de Christopher Nolan. Et pour moi, esthétiquement même, ce Gotham-là se rapproche un peu plus du Gotham de Joker. Peut-être, ça j'ai pas fait la comparaison, mais alors du coup c'est ce que je me dis, est-ce que tu peux faire exister des personnages tels que elle ou d'autres personnages comme Catwoman, le Pingouin, etc. sans Batman ou le Joker? Et j'ai l'impression que c'est compliqué. Pas du tout.
Et c'est vrai que le fait, malheureusement, que tu aies des personnages tels que le Joker et Batman qui sont très charismatiques, ces deux personnages-là donnent tout le corps à l'histoire de Gotham City. C'est eux c'est les fondations, la légende, on dira ce qu'on voudra. C'est des personnages emblématiques. Même t'es fan de Marvel, tu connais Batman et le Joker. Ces deux personnages-là, tu peux pas t'en séparer. Et est-ce que c'est pas compliqué maintenant? Alors là, ce film-là, j'ai longtemps cogité, il va quand même prendre la moyenne. Il va quand même prendre la moyenne. Moi, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais là, je viens de le voir, mais j'ai vu le film en IMAX. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai apprécié, parce qu'en IMAX, le film est un très très bon divertissement. Alors donc là, c'est disait Dova, et c'est vrai que c'est intéressant. Donc là, on peut accepter grosso modo toutes les bonnes intentions qu'il y a derrière le film, que ce soit les intentions militantes pour la cause des femmes, l'émancipation des femmes, etc. Donc ça, c'est très bien. Ça marche. Pour ce film-là, si t'en fais un 2, si jamais il fonctionne et que t'en fais un 2... il fonctionne pas, donc il y aura pas de 2. Non, on peut lui laisser on sait jamais, il va se rembourser. Et puis mais clairement, comme tu dis... C'est un personnage, voilà, elle tient à son personnage, et puis il y a des films qui n'ont pas marché, Hollywood, ils ont été d'accord pour faire des suites. Si t'en fais un 2, clairement, et fais évoluer le bail. À un moment donné, serre-nous un truc, on n'est pas habitué à le voir. T'es obligé de sortir d'une certaine zone de confort si tu fais un Harley Quinn 2. Mais bon, ce film-là, il est correct. Moi, j'utiliserais le terme médiocre, moyen. Il mérite qu'on s'y attarde. Si vous aimez Gotham, si vous aimez l'histoire de Batman, si vous aimez le personnage d'Harley Quinn, si ce personnage-là vous a plu dans Suicide Squad, je pense que vous trouverez. Faut pas chercher. Plus que ça. Faut pas aller plus loin que ça. Contentez-vous de ça et ça suffira, je pense. Merci pour ton don, Dova, pour aller voir de l'IMAX. Oui. Alors, si vous aimez Harley Quinn, d'accord, allez-y, allez voir. Moi, j'y suis allé avec votre avis, plein d'a priori. N'écoutez pas toutes les critiques de presse qui même les nôtres. Les nôtres, c'est nos avis perso. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est tant mieux. Je suis allé le voir et force est de constater que j'ai été moins déçu et moins. Ça c'est bien, ça me fait plaisir. Non, faut reconnaître, hein, on va pas non plus tout le temps. Et ça y est, il parle de féminisme, c'est de la merde. Non, on est plus intelligent et évolué que ça. Au contraire, encore une fois, c'est bien amené. Donc du coup, le discours, il est présent. Moi, des fois, je trouve qu'il est pas pertinent, mais ça, c'est mon avis. Mais bon. Est-ce que tu l'approuves le film? La moyenne, médiocre. Moyen, ouais. Moi, je vous le conseillerais, personnellement. Moi, je vous le conseille que si vous êtes fan et que vous voulez à tout prix donner une seconde chance au DCU avec Suicide Squad et toute la clique. Et si vous surkiffez Margot Robbie, bah oui, ce film, il est pour vous. Si vous êtes pas nécessairement convaincu par les personnages, et si le film ne vous parle pas plus que ça avec la bande-annonce, ne gaspillez pas votre argent. Prenez la moyenne parce que ce serait quand même, pour le coup, malhonnête de ma part de pas lui mettre la moyenne sous prétexte que y a des filles, etc. C'est débile. Donc non, les prestations de Margot Robbie méritent qu'on s'y attarde. La réalisation est pas si vilaine, même si des fois il y a des trucs qui cassent le rythme. Le film est inégal en tout point, en tout domaine, il est inégal. Voilà. Pour Raven Irons, la note. Moi je lui donne un 3. Ouais. Donc moi il prend 2,5 sur 5. Donc allez le voir. Tout de même. Faites votre avis vous-même. Et concernant, donc encore une fois, le féminisme, c'est très bien d'aller voir des films, c'est très bien de lire des livres, c'est encore mieux de faire au quotidien dans sa vie de tous les jours, de réfléchir ensemble à comment on peut avoir de l'équité, comment on peut avoir de l'égalité, comment on peut s'éduquer pour que ces problèmes qu'on peut soumettre dans cette société aujourd'hui avec le harcèlement de rue, avec malheureusement le harcèlement sexuel, etc., comment on fait pour y mettre un terme, ni plus ni moins que l'éducation. Alors éduquons-nous. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour faire en sorte que plus tard, on espère que ce sera un mauvais souvenir, ces histoires de sexisme. On vous remercie de nous avoir regardés. Là, on a rendez-vous avec Sonic et le Docteur Robotnik. Voilà. Restez connectés pour le prochain débriefing qui aura lieu mercredi de la semaine prochaine sur la BDR TV. Et en attendant, très important, on le fait. N'oubliez pas de casser des réalités. Merci de nous avoir follow et à la semaine prochaine. I see it all before me, my past of restless wonder, my days and nights of torment, a world of misery, the bonds of retribution, now laid so carefully, I cannot shed my pain so easily. My spirit's broken,
there a way out for me? I kneel before you helpless. Is there somebody out there to take a chance on me? I don't pretend to virtue. I don't ask anything. But if you want to help me, my freedom's everything now. My spirit's broken.